Salut. Donc nouvelle petite vidéo. Donc on va vous expliquer pourquoi on passe de ça, donc du plein, à du ventilé. Donc c'est le même diamètre, juste on passe sur du ventilé. Donc changement d'étrier, changement de vis, changement de plaquette, changement de flexible de frein. Donc le freinage sur cette voiture là a déjà été modifié. De base on était sur du 3 trous, donc les disques en 3 trous sont plus petits que les disques en 4 trous. Les 3 trous, il y en a eu sur les phases 1 et les phases 2. Sur les AX, il y en a aussi. C'est le même freinage. Il est vraiment très petit. Moi, je l'avais déjà mis à rouge, donc j'étais passé en 4 trous. Et le 4 trous, je l'avais déjà bien fait chauffer aussi. Donc là, je passe sur du ventilé. Celle-ci, ça va être mon daily, donc je reste sur le même diamètre. Sur la phase 2, celle qu'on vous montrera par la suite en vidéo, on passera sur un freinage avant de 307 qui est en 266 mm. Si je dis pas de bêtises, là, on est en 254. Donc freinage sera beaucoup mieux sur la deuxième, mais elle aura un moteur beaucoup plus puissant, donc on changera le master vac et tout. Là on reste sur le même config d'origine du master vac maître cylindre. Je vous montre tout de suite en vidéo tout ce qu'on démonte, tout ce qu'on remplace. Donc du coup on se retrouve sur le freinage d'origine, donc disque plein. Ne faites pas attention à la rouille, la voiture elle est restée stockée pendant 1 an et demi dans le jardin là. Donc en gros, vous retirez du coup vos plaquettes comme à l'origine. Ça reste relativement simple. On retire les plaquettes. Qui devrait venir assez facilement. Voilà. Vous mettez tout bien de côté. Au moins si vous voulez tout revendre, ça y va. Vous retirez les plaquettes, vous démontez l'étrier. Dans mon cas c'est du 19. Voilà. Une fois que vous avez retiré les deux vis, pour pas laisser pendre, conseille de pas laisser pendre parce que c'est... Moi je vais les changer donc je m'en fous, je vais vous montrer. En fait à ce niveau là, ça va créer une tension. Et c'est comme ça que ça va abîmer votre flexible. Donc le mieux c'est de soit de mettre des Colson ou un truc, puis de le mettre au niveau de votre amortisseur. Vous retirez votre disque. Vous nettoyez bien votre phase d'appui. Une fois que vous avez nettoyé votre surface, il faut lui mettre un petit peu de graisse pour éviter que ça rerouille et que vos disques collent et que vous êtes obligé de taper comme des morts sur vos disques au prochain démontage. Donc voilà, comme je vous le disais, j'utilise de la graisse cuivrée. Ça, c'est bien pour les bougies, tout ça. Moi, je l'utilise aussi pour ça. Hop. Vous en mettez un peu partout. Faut pas en mettre au niveau des goujons. Parce que du coup, je sais pas si vous avez déjà vu. Normalement, les coupes de serrage, c'est sans graissage. Parce que les coupes de serrage sont différentes. Normalement, les goujons ne se graissent pas. La plupart des constructeurs interdisent. Donc ceux qui graissent leurs goujons, c'est une réelle connerie. Une vidéo d'un gars qui montre couple de serrage d'une roue, je crois, ou d'une bougie, je sais plus. Avec de la graisse. Ce qui fait que ça change totalement le couple de serrage. Je crois même qu'il y a une bougie qui foire. Il y a une bougie qui n'arrive même pas à serrer, elle tourne dans le vide. Tu lui en mets, hein. Pas abuser non plus, mais tu lui en mets, quoi. Du coup, une fois que tu as tout graissé, que tu as trouvé les vis coniques qui vont venir bloquer ton disque contre ton moyeu et qui vont empêcher que ton disque tourne quand tu mets ta roue, voilà. Tu mets le disque. Hop. Une fois que tu as mis ton petit disque, tu vas mettre tes vis.
Une fois que tu as mis tes vis, tu les serres. Voilà. Une fois que tu as serré tes vis, tu viens prendre ton étrier. Tu fais bien attention parce que du coup, tu as un gauche, un droite. Faut que ce soit en haut. Donc faut que ton purgeur et ton arrivée pour ton flexible de frein soient en haut. Ceux-là, ils ont été rebuild et repeints, donc voilà. Donc une fois que tu as démonté ton étrier, de ton porte-plaquette, ton porte-étrier, t'appelles ça comme tu veux, faut que tu trouves les vis qui vont y aller. Donc, les vis du même pas, ceux-là sont beaucoup trop longues. Parce que du coup, tu vois un petit peu la différence de largeur du porte-étrier. Voilà. Donc il te faut les bonnes vis. Une fois que tu as les bonnes vis, j'ai choisi ceux-là. Donc c'est les mêmes qu'à l'origine, mais en plus courte. Et c'est du 10 par 9, donc ça bougera pas. Tu viens foutre ton étrier à sa place. Il faut faire attention que tes vis elles dépassent pas trop. Faut faire attention que tes vis elles dépassent pas trop de ton appui de plaquette. De ta surface totale du coup. Entre ton appui de plaquette et ta jambe de force, faut pas qu'elle dépasse trop pour toucher le disque, tout simplement. Ensuite, t'enlèves toutes ces merdes là. Tu prépares ton étrier à venir sur ton porte-plaquette. Tout simplement. Faut mettre tes plaquettes. Une fois que tu les as replacées, tu viens placer ton étrier et tu viens présenter ton étrier sur ton porte-étrier. Une fois que tu as présenté ton étrier sur ton porte-étrier, oublie pas de remettre ta petite agrafe si tu as une petite agrafe. C'est pas sur tous les étriers qu'il y a une agrafe. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Tu démontes tes petites canalisations de frein. Donc ça tu les changes. Au moins vu que tu es repassé en neuf, bah, pour le contrôle technique c'est toujours mieux parce que là mon égale elles ont 30 ans. Je crois que je les avais déjà changés, je me rappelle plus. Tu regardes surtout en les pliant comme ça. S'il n'y a pas de traces de craquelure ou quoi. S'il n'y a pas de traces de craquelure, tu peux les remettre à leur place. Moi je vais les changer. Parce que je suis comme ça. Donc, flexible de frein. On met du neuf, hein, bien sûr. On n'aime pas. Donc ça va être une 205, on va essayer par exemple. Une 106, mais bon c'est pas grave. Le jaune, normalement ils sont pas débiles. Si. Donc de ce côté-là, ça y va. À mon avis, ça va y aller bien même. Ouais. Ensuite, faut regarder de ce côté-là si ça y va aussi.
Donc là, il faut tout simplement démonter là. Hop. À mon avis, ça va être grippé sa grand-mère. Pour éviter la corrosion et surtout mettez des gants parce que le liquide de frein c'est vraiment quelque chose qui va vous bouffer les doigts, bouffer la peau, ça va rentrer dans vos pores de peau, dans votre sang, votre chair, ça picote, cancérigène à crever. Voilà, une fois que vous l'avez enlevé, bien vérifier que ce soit la même chose. C'est la même chose. Voilà. Vous renouvelez l'opération dans le sens inverse. Faut surtout que ça prend d'abord à la main vraiment 4 ou 5 filets. Une fois que ça a pris 4 ou 5 filets, continuez à visser à la main si vous pouvez. Ensuite seulement vous passez sur la clé. Parce que sinon c'est comme ça que vous allez tout beurrer. Et c'est comme ça que après, t'es bon pour soit de changer l'olive qui est au niveau de là, soit de changer, rechanger le flexible de frein qui est neuf. Ce qui serait un peu débile. Là je vais la resserrer parce que du coup c'est du 10. Et vous procédez la même opération de l'autre côté. Ensuite, une fois que tout est terminé, vous faites une purge de frein. Il faut être deux, le mieux c'est d'être deux. Donc il y en a un qui pompe, il reste appuyé, l'autre il tourne le purgeur, il fait dégazer jusqu'à temps qu'il n'y a plus de bulle d'air. Et une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air, vous pouvez y aller. J'ai oublié de vous dire aussi, il faut nettoyer les disques. Parce qu'il y a un petit peu de produit pour le stockage, pour pas que ça rouille. Devant, derrière, un peu partout. De même, vous pouvez aussi mettre un peu de graisse à ce niveau-là pour pas que ça colle. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Procédez l'opération de l'autre côté et puis c'est terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous faites votre purge. Vous faites votre petit essai routier. Si votre pédale elle est molle, vous recommencez la purge. Alors du coup, messieurs, dames, nous allons faire le petit interview de monsieur Florentin. Oh, En attendant que ça gueule pas. ça piqué. Du coup, amour. Il y en a qui boivent de l'essence ici, c'est pas possible. Ouais, peut-être toi, ouais. Non, ça pique. Du coup, amour. Oui, Alors, qu'est-ce qui t'a donné la passion de la mécanique? la passion de la mécanique. Moi, je pense que c'est simple. Mon père, quand j'étais petit, s'amusait à faire. En gros, je devais reconnaître les bagnoles sans regarder au cul, ce que c'était écrit, quoi. Le logo, rien. Donc, je devais reconnaître le modèle et la marque et le modèle, du coup. Je pense que ça a commencé comme ça. Bah, après, comme tout le monde, hein, il y a eu les jeux vidéo. Un Need for Speed Most Wanted sur le PC. C'est mon père qui l'avait acheté aussi, il jouait sur le PC. Après, il y a eu Need for Speed Carbone sur la PSP. Après, il y a eu les Grand Theft Auto. C'était assez drôle. Gran Turismo aussi sur la PlayStation 1. C'était violent. Toka. Toka sur la Play 1, c'était violent. Demolition Derby 2. Alors ça, c'était un banger. Après, les films Need for Speed. Dessins animés, Cars. Pas changé. Puis c'est tout, je pense. Ça a fait tout doucement. Après, je commençais la méga sur les scooters, les bécanes, les crosses. Puis, le jour où j'ai pu toucher une bagnole, c'était fini, quoi. La vie en voiture. C'était tout. Ok. Et là que tu fais ta vidéo sur Titine, pourquoi Peugeot et pas une autre marque? Quand j'ai eu mon permis, j'avais le choix entre trois voitures. Parce que j'avais que une petite somme, donc 1200 balles j'avais. J'avais le choix entre une 106 phase 2, comme ça, une Colorline, une Golf 2 et une Clio 1. J'ai jamais été un grand fan de Renault, donc j'étais pas attiré par la Clio, ça me faisait chier. Après, je me suis dit, tant pis, c'est une première voiture. La Golf 2, le gars il était un peu bizarre. Et la 106, c'était un mec qui était à son compte, donc ça me donnait un petit peu de sécurité, on va dire, à l'achat.
Ça me permettait d'être moins regardant, on va dire, entre guillemets. Du coup, j'ai pris la 106, je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est qu'une caisse, qu'une première caisse. J'ai tout le temps été passionné d'Audi de base. Je me Et suis tu dit, tombais amoureux. tant pis, ouais, à l'occasion, je m'achèterais une Audi dès que j'aurais plus le permis pas en probatoire, mais en jeune chauffeur, je m'achèterais une Audi qu'il faut et puis je ferais ce qu'il faut dessus. Et puis bah ouais, du coup on fait, ouais, première voiture, je crois que c'est comme le premier amour en fait, du coup. Du coup, j'en ai eu 7 de 106 et il m'en reste 2. Et celle-ci, je l'ai achetée quand j'ai récupéré mon permis parce que j'avais perdu mon permis. Et c'est une bagnole où j'ai appris énormément de choses en mécanique, énormément de choses en pilotage. Mettre des petites fessées à des Audi dans le Douaisis, c'est rigolo. Vous TD une merde, les mecs. Une 106 à 1000 euros, elle vous met une branlée. Avec vos pare-chocs S3, alors vous avez un Elite 9 90 chevaux. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors, question suivante. Pourquoi genre tu préfères préparer ta voiture alors que tu pourrais en racheter une? Préparer ou réparer une voiture alors qu'on peut en racheter une. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Préparer sa voiture pour un usage routier, c'est interdit. Changer ses freins comme là, c'est interdit. Parce que du coup, on respecte pas les normes constructeurs d'origine. Donc ça modifie les performances du véhicule, que ce soit en freinage, même les amortisseurs, tout ça, en cas d'accident, vous avez tout dans l'os. Pourquoi préparer sa voiture et pas en acheter une déjà préparée? Bah déjà, si t'es passionné automobile, de un, quand tu vas préparer ta bagnole, tu vas apprendre de toi-même, que par exemple, en modifiant ton freinage, moi je l'avais mis en rouge, donc c'est que le freinage était, voilà, il était pas suffisant à ma conduite. Donc bah tu modifies ton freinage, t'en mets du plus performant, tu te renseignes, t'apprends de la mécanique aussi, c'est bien aussi de savoir réparer sa voiture. Parce que quand tu roules sur piste par exemple, et que tu sais pas changer des plaquettes de frein, sache que tu n'auras pas tout le temps une équipe derrière toi, un mécano, pour pouvoir t'aider ou faire les choses à ta place, ça va vite faire chier les gens. Donc tu vas apprendre en modifiant ton véhicule. Certains trouvent ça inutile, certains trouvent ça utile. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et du coup, pour les copains qui sont passionnés d'auto, tu conseilles quoi comme événement? Bah, pour tous, sauf les passionnés de golf qui mettent des strings, euh, événement automobile. Bon, les 24 heures du Mans, c'est un bon délire. Nous, on avait fait les 24 heures du Mans camion. Je suis pas un fan de camion, je suis un fan d'automobile de base. Et c'est vraiment quelque chose. Ça m'a permis de voir une discipline qui reste sur la même base que les voitures, parce qu'un camion, c'est une grosse voiture, hein. Tout est plus gros, C'est de c'est la pareil. merde, hein. Il y avait le Lotus Cup en même temps, c'était sympa. Ça permet de voir déjà d'autres passionnés, partager. Le partage en automobile, c'est ce qui se perd, je trouve, c'est le partage. Et ça permet de voir aussi un aspect différent de les rassos. Ça permet de voir d'autres trucs que des merguez, ça permet de voir des mecs qui préparent leur voiture, ça permet de voir un autre aspect de, du monde automobile. Donc préparer sa voiture pour en faire quelque chose, la rendre fiable malgré les performances. Un autre aspect de la passion parce que du coup, quand on est sur des trucs comme les 24 heures du Mans, 24 heures c'est l'endurance. Les 24 heures du Mans c'est une réelle endurance, c'est un truc vraiment. Déjà psychologiquement il faut s'accrocher et puis il faut que ce soit fiable et performant. Et souvent performant et fiable ça va pas ensemble. Donc voir à quel point les mecs ils sont déterminés à faire quelque chose qui roule et qui va vite et longtemps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas rater. Après sinon je mettrais aussi le CFD, championnat de France de drift. Moi ce que j'aime bien c'est que, bon c'est pas donné à tout le monde hein, mais les pilotes du championnat de France de drift, certains pilotes qui sont très sympathiques, sont là vraiment par amour et par passion. Et c'est aussi que là qu'on voit de la démerde. Parce qu'au drift, tu vois beaucoup de démerde. Parce que quand t'as une casse ou une panne, t'as très peu de temps. Et c'est là que tu vois que les mecs, il faut qu'ils charbonnent et qu'ils vont très très vite. Et c'est pareil, la fiabilité, parce que dans le drift, c'est vraiment la chauffe des moteurs et tout, les pneus, tout est pris en compte. Et il faut que tout soit réglé au poil de cul pour que la voiture se comporte bien par rapport au circuit. Ça, c'est excellent. Après, sinon, vraiment, si tu veux mettre les mains dans le cambouis, vraiment, si tu veux mettre les mains dans le cambouis que t'es mécano, faut faire les autocross. Rallye autocross en Belgique. Là, tu seras dans les paddocks avec tes bottes jusque-là, de la boue jusqu'aux couilles.
et tes mains plein de graisse, plein de merde, et tu iras pisser dans les champs à côté, et puis ben c'est pareil, il faut réparer la bagnole assez vite pour finir le rallye. Ça c'est rigolo. Rien d'autre à ajouter? Non. On voit ça. Ah, ouais. Elle est où l'équipe Street Crow? Ils sont passés où? Bah c'est moi, c'est tout. Il n'y a plus personne. On va dire que les gens vaguent à leurs occupations. Après, il y en a qu'on peut comprendre. Le Ziki Gang, on peut comprendre. Ouais, il y a Travail des et gens, ils tout, ont lui leur il fait vie. ses. Théo, il a sa vie. Il y a mon meilleur ami, il habite à Nantes. Il fait souvent tout ce qui est aspect sur les stickers, c'est tout qu'on fait. Qui va faire tout ce qui est détail, la réflexion, design, ça va être lui. Avec moi, bien sûr. Parce que je suis toujours derrière leur cul, hein. Je ne laisse pas faire quelque chose tout seul. Le peintre. Le peintre a changé de camp. Petite pensée à Romu qui me disait tu verras frérot, une équipe ça tient pas. J'ai toujours dit non. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais en fait, Romu avait raison. Si vous voulez faire quelque chose en équipe, soyez sûr de vous et vous attendez pas à grand chose. Tu vois, Romu, t'as pas écouté et du coup, il est déçu. Non, je suis pas déçu, je m'en bats les couilles. Dernière question. Stance ou slipper? Stance slipper. Bah, c'est slipper, hein. Peut-être, explique peut-être, comme moi je savais pas ce que c'était, explique peut-être aux gens qui regardent s'ils savent pas trop ce que Donc c'est. le stance c'est une discipline entre guillemets, en gros c'est un rasso mais statique. Donc, tu prépares ta voiture esthétique, elle va être abaissée sur air ou sur combine efficace, ça dépend. Ça va être un truc vraiment très très propre. Souvent les mecs ils misent tout sur l'esthétique, vraiment tout tout tout. Et le slipper c'est totalement le contraire. Il faut prendre la voiture la plus moche du monde et il faut juste que ce soit un avion de chasse sous le capot et que ça paraisse d'origine et que tu mettes une branlée à tout ce que tu... En gros, ouais, on va dire que c'est un peu comme les femmes. T'as la meuf qui s'habille comme une pute et qui a sexué et qui a le melon, donc ça c'est le stance. Et puis bah t'as une femme normale mais avec qui tu iras loin, donc un slipper quoi. Voilà. Vidéo. Les freins sont montés, ça passe sur les jantes. Ça passe. Donc tout d'origine comme je disais. Voilà. Donc tout est monté, je vous mets la référence de toutes les pièces que j'ai utilisées directement en texte et dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette caisse ou sur une autre.